On a créé derrière une V2, je pense en 2023, si mes souvenirs sont exacts. Et tu vois, même si c'est pas qualifié, quelque part ça veut dire que tu suscites de l'intérêt. Tu commences à gratter les augments, tu commences à faire en sorte, en fait, tu crées du somme. On a décidé de prendre une marge fixe, transparente, pour toutes les parties prenantes, sur chaque profil. Tu vois, nous en rythme de croisière, on va tourner sur quasiment 70% de candidatures entrantes. En donnant aux salariés, ils s'engagent, et quand ils s'engagent, t'es performant. Bonjour Laurie. Salut Bonjour Alexis. Jonathan, vous allez bien? Salut Alexis, salut Laurie. Salut Jeanne. Bon trop content de vous recevoir dans le podcast Future of Hiring. C'est un plaisir de vous avoir ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui vous ne connaissent pas encore? Je commence? Vas-y. Allez. Je suis Laurie Maurice, j'ai 31 ans et je suis CEO de Shodo. Et je vais laisser John, président de Shodo, présenter ce qu'est Shodo. Du coup, je m'appelle John. Et effectivement, je suis un des deux cofondateurs de Shodo avec Guillaume Ferron. Et pour te définir, Shodo, il y a le Watt. Donc on est une ESN, donc entreprise du service du numérique. C'est-à-dire que nous allons accompagner des clients à délivrer du projet IT. Et vu sous un autre angle, en fait, Shodo, c'est aussi un terrain de jeu qui nous permet d'explorer en fait, les caractéristiques naturellement favorables de la tech pour aller faire de l'innovation sociale et surtout aller tacler le principal enjeu de notre secteur qui est le turnover. Ouais. Notamment, comment est-ce qu'on peut apporter une réponse au turn, et nous, on le fait à travers des mesures sociales. Et puisque ton sujet, c'est le recrutement, pour en fait simplifier la problématique, c'est comment est-ce qu'on peut rendre notre marque employeur remarquable dans un secteur où toutes les boîtes ont à peu près les mêmes offres, les mêmes sites internet, les mêmes wordings. Donc comment est-ce qu'en fait on peut se distinguer pour attirer les bons candidats, les bonnes candidates et gagner du temps et surtout de l'efficacité en attractivité. Je t'ai mis un tunnel là, un peu, mais... Ouais, non, mais c'est très bien, mais ça permet de mettre du teasing dans le sujet. En vrai, il y a deux premières fois pour moi, donc première fois avec deux personnes sur le podcast au même endroit, donc ça, trop cool. Et deuxième sujet, première fois, c'est ESN qui fait que de l'inbound quasiment pour recruter, en tout cas qui gère de la visibilité, fait de la communication, du market. Vous imposez quand même là-dessus. Moi, j'aime bien votre tagline. On hack le secteur de l'ESN. Je crois que c'est ça. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça très beau et très disruptif, surtout sur un marché qui est un peu compliqué, où on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent critiquer les ESN, etc. Ouais. Même, je pense que vous avez des constats qui ont fait que vous avez créé Shodo. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, justement, pourquoi vous avez créé Shodo? En fait, moi, j'ai créé Shodo Guillaume en 2019, justement, parce que, pour faire simple, moi, ça fait plus de 20 ans que je bosse et j'ai toujours travaillé dans ce secteur-là. Mais pour te répondre, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que on a un modèle tel qu'il existe, ou tel qu'il existait, puisque on le disrupte, mais on a un modèle qui ne permet plus de conserver, de garder ses meilleurs éléments, et du coup, tu te retrouves dans un écueil dans lequel celles et ceux qui démarrent des projets informatiques sont rarement celles et ceux qui vont les finir. Ce qui te pose des problèmes de maintien du savoir-faire, qui te pose un maintien de vision dans un projet, et ce qui crée de la frustration à tous les étages chez nos clients, dans la capacité à délivrer du projet, même chez nous, puisque tu te retrouves dans l'incapacité de bien faire ton métier. On se retrouve aussi disrupté par le freelancing dans la tech qui est extrêmement fort. Donc ça, c'est le premier niveau. Le second, c'est que, écoute, moi, en fait, à titre personnel, je suis arrivé à une forme de dissonance où j'ai hyper bien gagné ma vie, mais pour bien gagner ma vie, je prenais des décisions pro qui allaient finalement au détriment à moyen terme de la boîte. Donc en fait, des décisions qui faisaient partir les gens, etc. Et où, en fait, à un moment donné, j'ai eu envie de retravailler différemment. Voilà, ouais, c'était pas aligné avec ton code moral. Ouais, oui, alors c'est évident, j'étais pas aligné avec mes valeurs.
Mais surtout, tu vois, quand tu es quand même attaché à bien faire ton métier et avoir de la performance, le modèle de l'ESN, à quelques exceptions près, parce qu'il y a encore de très très belles boîtes, il n'y a pas débat, mais tu t'achemines lentement mais sûrement vers la Ligue 2, puisque tu t'es disrupté par les free. En fait, tu as les boîtes qui vont aller recruter des profils hyper experts qui sont aujourd'hui majoritairement free, qui vont aller travailler avec des boîtes ciblées, mais le modèle tel qu'on l'a connu les 15 dernières années, il est quand même en train de prendre cher. Ok, je vois. Et toi, Laurie, est-ce que tu avais vécu aussi une mauvaise expérience ESN? T'es tombée amoureuse du secteur? Bah écoute, moi, mauvaise expérience de l'ESN, non, mais en fait, je suis tombée amoureuse du secteur non plus. En fait, j'y suis arrivée un peu par hasard. Moi, je suis diplômée en journalisme et journalisme d'investigation. Tu vois. Ah ouais, les enquêtes d'investigation. Exactement, moi, c'était ça, ce vers quoi je me destinais au départ. Et puis, en fait, de fil en aiguille et des convenus pro en déconvenus pro, et je suis arrivée en alternance dans ma première ESN, si tu veux, et à la com. À la communication. Et pour le coup, moi qui allais à reculons vers ce poste-là, j'ai kiffé parce que en fait, la tech, c'est quand même un grand terrain de jeu, je pense, pour innover. Et en fait, dans cette première expérience pro, j'ai fait les constats. Déjà, j'ai connu John, j'ai connu Guillaume. Et les constats, on les a fait assez rapidement. Enfin, tu vois, genre... C'est vrai que c'est assez flagrant de voir que, quelque part, c'est un secteur qui est quand même vraiment... où tu as beaucoup de concurrence, où pour aller se différencier, faut y aller. Et en fait, quand moi, je suis à la com et que je vois qu'il n'y a pas vraiment de levier sur lesquels je peux vraiment appuyer pour aller marquer la différence de la boîte, tu vois, ça donne faim, quoi, tu vois, t'as la dalle. Et en gros, ça c'est ma première expérience pro. Et puis ça s'est terminé. Je suis allée chez Shodo. Et en fait, là, quand tu es à la com et que tu as tous ces éléments auxquels, déjà qui reflètent quand même les valeurs auxquelles je crois, qui sont la redistribution des richesses, l'inclusion, la transparence. Franchement, c'est du gâteau, quoi, tu vois. Genre, parce qu'en fait, tu vends quelque chose auquel tu crois, donc c'est quand même vachement plus facile. Ah ouais, c'est ça, t'as de la matière pour... Et puis t'as moins besoin de vendre, surtout. Ouais, je pense que c'est ça qui fait la c'est ça. différence. En fait, quelque part, t'es plus... en fait, tu vois, dans le truc de la com, de la communication, tu sais, ça se rejoint, tu vois, de la communication, le recrutement. Il y a quand même ce truc où tu mets tes éléments en avant, tu vois, pour faire venir les gens. Et en fait, là, tu as juste à dire ce qu'on fait. J'ai juste à dire ce qu'on fait pour que les gens viennent. Et c'est ça qui a fait la diff. Ouais, t'as pas besoin d'enrober, c'est vraiment factuel. Et en fait, Ouais, tu vois, t'as parlé d'inbound tout à l'heure. Ouais. C'est exactement ça qui nous permet de basculer dans une logique où, en fait, on communique sur des preuves sociales, on les fournit, et on va attirer celles et ceux qui sont attirés qui sont alignés sur les valeurs. Tu vas faire fuir ou réfléchir tous les autres, mais donc tu as un gain de temps dans le recrutement, tu as une efficacité et tu commences à développer une attractivité dans ta marque employeur qui est vraiment inédite dans le secteur, puisque tu vois, nous en rythme de croisière, on va tourner sur quasiment... tu as 70% de candidatures entrantes, spontanées, et le reste est en cooptation, et ça sans avoir un seul recruteur, recruteuse. On bosse pas avec des cabs, et on fait pas d'approche directe surtout, tu vois. Et je dis on fait pas d'approche directe, on en est un peu revenu parce que le marché est un peu plus compliqué, donc on peut faire de l'outbound de manière marginale au début quand on lance des filiales. On en a lancé quelques-unes en 6 ans. Mais la culture, c'est vraiment d'attirer plutôt que d'aller vendre. Ouais, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans la structure ? On est 160 dans le groupe. 160 ? Ouais. Ok.
Ouais, donc c'est génial de ne pas avoir eu besoin, en tout cas, d'avoir un levier outbound, mais très, très faible, entre guillemets, et de tout faire en inbound. En tout cas, moi, c'était vraiment le sujet. C'est pour ça que je voulais vous faire venir ici, parce que vous êtes vraiment, je trouve, des ovnis dans le monde de l'ESN, où c'est beaucoup plus compliqué, justement, le recrutement dans ce milieu-là. J'ai l'impression qu'un des piliers de votre positionnement et qui fait votre succès aussi, c'est le manifeste. On avait parlé un petit peu en off. Quels sont les éléments de ce manifeste que vous avez créé, ou quels sont les éléments sociaux justement que vous mettez en avant et que vous mettez en place chez Shodo? Vas-y. La patate chaude. En fait, le manifeste, c'est vrai que pour le coup, quand il est paru en 2020, ça a été, franchement, ça a été un petit buzz. Hein. Ça a été un petit buzz parce qu'en plus de ça, c'est difficile de faire de la communication pour une boîte. Tu vois, ça saoule les gens, ça fait pub. Mais pour le coup, quand on a fait paraître le manifeste, il y a vraiment eu de la réaction et de l'engagement autour de ça sur les réseaux. Et en gros, le manifeste, c'est John qui le rédige et on le pimpe avec Guillaume, tous les trois, tu vois. Mais en gros, c'est vraiment d'aller mettre par écrit tous les engagements et les fondements de la démarche. Et je pense que vraiment ce qu'il faut ce qui est peut-être le plus marquant, c'est la transparence. Ouais. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que une fois que tu as tout écrit et que tu fanfaronnes un peu sur les réseaux et que tu t'y tiens en fait. Et en fait, c'est 30 minutes de lecture. Okay. Où en gros, tu as tout le modèle Shodo, tout le raisonnement, le pourquoi. Et puis après, tout ce qui va être l'explication de la redistribution des richesses, aussi bien avec la redistribution de la marge, mais aussi du temps libre, l'équilibre vie pro, vie perso, la transparence, et puis toutes les garanties que tu as, tu vois, en tant que salarié. Et en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller mettre le modèle Shodo en open source pour que les gens puissent le comprendre. Et puis pourquoi pas s'en inspirer. Ouais, c'est vraiment ça, je pense, qui est intéressant dans le switch. C'est-à-dire que, on passe à ce moment-là d'une logique de libre concurrence, mais couplée quand même au secret des affaires, où en gros, on aurait pu se dire, avec tu vois, un mindset assez classique, en fait, on tient un avantage concurrentiel qui peut nous donner 5 piges, ou voire même un peu plus, sur la concurrence, et on communique pas dessus, et puis on prend un énorme temps d'avance. Mais en fait, à ce moment-là, on décide aussi comme le dit Laurie, de rendre la démarche open source, de la partager. Parce qu'en fait, déjà, ça la rend plus puissante, en vrai. Elle t'appartient plus, mais en fait, tu vas aussi créer quelque chose, effectivement, où tu vois, nous, on a publié nos grilles de salaire, on a publié l'ensemble des mesures qu'on va faire, par exemple, autour de la diversité et de l'inclusion, de la parentalité, autour de plein de choses. C'est-à-dire que tu as la possibilité de rentrer de manière assez micro dans le modèle de Shodo. Et c'est ce qu'elle a dit, ça qui est intéressant, c'est que aussi, quand tu écris, c'est une forme d'engagement. Tu peux te renier, mais en fait, tout le monde le voit. Mais et c'est grillé. Ouais. Et ça, je me demande à quelle phase de la boîte vous étiez lors de l'écriture de ce manifeste, et aussi au fur et à mesure du temps. Forcément, tu as des enjeux business qui arrivent, tu as une évolution de la boîte, de la culture aussi. À quel point c'est utopiste d'avoir à chaque fois un manifeste qui te suit sur 20 ans, ou est-ce qu'il faut le réajuster et c'est OK, franchement? Écoute, on le publie, je pense, en février 2020. Ouais. Okay. La boîte est créée le 1er mars 2019. D'accord. Et alors oui, tu as raison, oui, ça alimente une utopie, mais c'est OK. Parce que... c'est avec les utopiens qu'on fait changer clairement, les choses, il faut s'y rapprocher au maximum, mais c'est génial. Et après, c'est aussi la diff, tu vois, je pense que tu as une forme de rêve, entre guillemets, mais qui est quand même mis en action. Preuve en est. Hein. Et alors, effectivement, on a créé derrière une V2, je pense, en 2023, si mes souvenirs sont exacts, début 2023, où du coup, on a remis à jour certains chiffres.
On a republié des mesures complémentaires qui n'existaient pas 2 ou 3 ans auparavant. Mais tu vois, là où c'est pas qu'une utopie, c'est que sur les 3 dernières années, il y a une quinzaine de boîtes, en tout cas qu'on a recensées nous, une quinzaine de SN qui se sont créées dans l'application de ce modèle-là. Et tu vois, parmi lesquels on va retrouver, tu vois, t'as des dirigeants et dirigeantes qui sont des potes, donc on les connaît d'autant plus. Il y a des gens qu'on a mentorés. Et puis en fait, il y a des gens qui pop du jour au lendemain qu'on ne connaît ni d'Ave ni d'Adam, mais qui en fait ont monté une boîte qui nous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et d'ailleurs, certains s'en cachent même pas, quoi. Tu vois, c'est hyper cool. Et ils sont inspirés de la mais en fait, c'est le propre de l'open source. En fait, c'est hyper OK. Tu vois. Et l'objectif, c'est que ça vous dépasse. J'ai l'impression c'est que c'est vraiment créer un nouveau modèle dans le monde de l'ESN et des nouvelles valeurs, en tout cas. Et du coup, effectivement, tu réponds à la question. C'est en fait un manifeste qui va évoluer au fur et à mesure du temps, et c'est la ligne de conduite, c'est la direction en fait qu'on donne. Ça va évoluer, ça ne nous appartient pas, et très probablement que il y a des gens qui vont y apporter des améliorations aussi, et c'est génial. Tu vois. Finalement, ça laisse un choix. Tu vois, là, on parle de recrutement. Dans un marché en libre concurrence, au final, tu peux créer toutes les offres que tu veux. Le juge de paix, pour moi, c'est savoir où vont les gens. Tu vois, quand tu recrutes, c'est où vont les gens. Et effectivement, je pense qu'on a répondu à une demande pour laquelle il n'y avait pas d'offre. Et après, c'est une alternative comme une autre. Nous, on est juste là pour montrer que, effectivement, au-delà du fait qu'une autre voie est possible, en fait, que ça marche. Hein. Donc, en fait, ça fait 6 ans qu'on existe. On a traversé la Covid. On est rentable chaque année. Et c'est une autre vision du business. Mais en fait, on a aussi la même ambition et voire la même dalle. Je pense que des gros comme Devoteam, OnePoint, en fait, qui sont ambitieux, on l'est tout autant, mais avec une autre manière, je pense, de redistribuer. Et quand vous parlez de redistribution, ça m'intéresse, ça se manifeste comment, du coup, la redistribution quand vous parlez de redistribution des richesses, par exemple Vas-y, commence. En fait, si tu veux, c'est en gros, ça se matérialise de plusieurs façons, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a décidé de prendre une marge fixe, transparente, pour toutes les parties prenantes, sur chaque profil. Tu vois, en fait, dans le fonctionnement des ESN, logiquement, ce que la dev va aller facturer chez le client, on évite de trop le dire, parce que ça pourrait donner des idées, des envies d'augmente. Et en gros, pour le coup, ça, c'est un peu l'écueil vraiment que tu vas retrouver en ESN, c'est-à-dire que tu vois, si tu vas sur notre blog, il y a un de nos membres qui a écrit pourquoi je ne suis pas devenu indépendant, et en fait, qui va expliquer pourquoi il a rejoint Shodo et pas une autre ESN. C'est parce que en fait, sinon, il avait l'impression d'être un mouton toujours très, très tondu, quoi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, c'est d'être une ressource et d'aller rapporter beaucoup d'argent sans savoir, en fait, sans avoir le fruit de ton labeur, quoi. Et donc, c'est comme ça que nous, on le matérialise chez Shodo. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir de la REM supplémentaire. Si tu factures au-dessus, tu vas avoir de la REM supplémentaire, tu vas avoir du congé supplémentaire. Et en fait, tu vas aussi avoir plein de formes de redistribution, c'est-à-dire en bien-être, en temps, tu vois, on part en séminaire, tu as des journées de vraiment consacrées à aller rencontrer tes collègues, et puis après tu as aussi tout ce qui va être le congé menstruel qu'on a mis en place en début 2023, tout ce qui va être d'aller soutenir la parentalité en donnant du temps en plus. En fait, voilà, c'est... La redistribution des richesses, c'est pas la richesse, elle n'est pas que pécuniaire. Elle est aussi en temps, elle est aussi en allant soutenir les initiatives individuelles. Et c'est vraiment ça, nous, chez Shodo, c'est qu'on est persuadé et convaincu. Et tu vois, il y a même un côté, je pense, militant, qu'on sait avouer un peu plus tard, mais qu'on peut dire. C'est qu'on a envie de montrer que en donnant aux salariés, en leur donnant la possibilité d'être bien, ils s'engagent
Et quand il s'engage, tu es performant, tu vois. Et en fait, c'est un modèle, c'est un cercle vertueux, tu vois. Alors que je pense que c'est ce qui pense, ce qui change avec nos anciennes expériences, c'est que quelque part, avant, tu allais être un peu dans le vas-y, faut qu'il donne, et s'il donne pas assez, je lui donne pas. Et, en fait, tu vois, il y avait un truc. Un rapport de force à chaque fois qui se met en place. Et là, l'idée, c'est d'aller faire l'inverse. Et mine de rien, force est de constater que ça marche pas trop mal, quoi. Ouais, ça marche bien. En fait, pour compléter ce que dit Laurie, 3 choses. La première, c'est qu'en 2019, quand on se lance, les conditions contractuelles, donc la grille de fixe, elle est à l'époque 16% dessus, tu vois, sur Paris, de la moyenne des salaires. Donc on donne déjà des conditions qui sont... Enfin, tu vois, le mantra de Shodo, c'est vraiment de dire on donne tout ce qu'on peut tout de suite. On donne le maximum tout de suite, et tant qu'on peut. Ensuite, si tu veux rentrer dans des considérations un peu plus financières, je pense qu'on est dans une corporation où la cible, tu vois, l'attendu moyen en termes d'EBITDA, c'est 7%. Là où nous, je pense qu'on va partir du principe que quand on arrive à 5%, on est content parce qu'en fait, les 2%, en fait, le delta, en fait, on l'a redistribué à l'ensemble de nos salariés. Et en fait, le switch, c'est aussi de se dire, et moi je l'ai fait pendant 15 piges, tu vois, quand j'étais avant la direction d'une très belle boîte avec de conseil, avec un modèle beaucoup plus classique. Mais en fait, moi, pour toucher mes bonus, je pilotais la boîte avec comme KPI principal tu vois, le revenu, donc l'EBITDA. Mais en fait, c'est un indicateur qui est hyper court-termiste, parce qu'à partir du moment où tu vas soigner ton EBITDA, tu vas donner un peu moins d'augmentation, tu vas moins former les gens, tu vas pas être tenté de mettre en place des mesures d'accompagnement, parce qu'en fait, à un moment donné, tout coûte cher. Mais nous, on s'est intéressé aussi au coût du turnover, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à t'intéresser aussi au coût du turnover, qui selon les études, tu vois, tu vas être sur du entre 50% ou 130% du salaire d'un cadre. En fait, tu vas te rendre compte que l'argent que tu économises ou que tu gagnes en fait à très court terme quand tu as maximisé l'EBITDA, en fait, tu vas la redépenser massivement et c'est là qu'on recoupe avec ton sujet de recrutement, tu vas le recouper sur de l'acquisition. Et pourtant, il y a une règle, tu vois, dans l'entrepreneuriat, quel que soit le secteur, en fait, en théorie, on comprend assez vite que la fidélisation coûte moins cher que l'acquisition. Et en ESN, on paye rubis sur ongle, on dépense sans compter pour faire de l'acquisition. Tu as des armées de talent managers, tu bosses avec des cabs, tu fais du label marque employeur dans tous les sens, etc., etc. Puis, quand tu as fait venir des gens à la sueur de ton front, 1 an après, entretien annuel, tu commences à gratter les augments, tu commences à faire en sorte, en fait, tu crées du sum. Et pour être cash, tu crées du sum. Et en fait, les gens partent et tu te retrouves avec 30% de turn moyen dans le secteur. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, on va réinvestir dans de la fidélisation. Ça coûte cher, il n'y a pas débat. Mais tu vois, quand tu arrives à faire de l'acquisition pour 3 fois rien, tu rentres dans un cercle où la fidélisation, ça coûte quand même moins cher et tu as baissé tes coûts d'acquisition. C'est ça l'idée. Ouais, je trouve ça génial. C'est un peu le funnel. Nous, on voit le funnel growth qu'on utilise souvent, nous, dans le monde du recrutement. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que si tu arrives à bien fidéliser, derrière, ça t'alimente ton pipe aussi derrière de... Tu as des ambassadeurs, de ouf. Tu as une brand qui est renommée. Et donc, 30%, c'est le churn moyen. Ouais, 25-30, je pense, dans le secteur. 25-30. Ouais, en fait, c'est pas facile à trouver, les chiffres. Il n'y a pas de transparence dans le secteur. Et puis, je pense que... tu es bien placé pour le savoir, mais en fait... quand tu lis, je pense que tout le monde se le plaît ces chiffres. Donc quand tu lis 20, c'est peut-être plutôt 25, quand tu fais, etc., tu vois. Ok. Et vous êtes à combien On a fait 5% de turn en 2024, incroyable, qui était notre 5e année. Mais après, ce qui était assez ouf, c'est que je crois que c'était pendant les 4 premières années, on a eu 5 départs en 4 ans dans 5 boîtes. Tu vois. C'est fou. Dont un retour. Ouais. Mais bon, je veux dire, tu vois, tu arrives sur un niveau de turn qui est hyper faible. Ouais. Après,
mes contradicteurs, à raison, me disent que il est pas, c'est pas une référence tu vois, sur 2-3 ans, c'est pas significatif. Et j'entends complètement. Maintenant, on commence à basculer dans la 7e année. Là, tu vois, je te dis, on est à 5% au bout de 6 ans. C'est pas mal. On est à minima 5 fois plus performant que le secteur. Et puis l'écart est grand. Quand tu regardes de coûts, c'est ce qu'on disait, le coût il est monstrueux. Ne serait-ce que tu arrives à le réduire, à être 2 fois plus performant que le secteur, tu es hyper gagnant. Tu vois, dans un métier où ce qui fait la différence, c'est quand même c'est l'expertise, et donc c'est ta communauté. Tu vois. Et je trouve... Là, dans ce que vous expliquez, le socle, c'est vraiment le côté manifeste, les valeurs, ce que vous défendez, même le côté assez militant. L'envie de changer le système aussi, en termes de rétention des talents, bien-être, et s'assurer que en fait, on a des personnes qui vont rester longtemps et qui vont alimenter, donc ça va alimenter aussi la brand, la marque, et attirer d'autres talents. Par contre, il faut communiquer. Comment ça se passe, justement, quels sont les leviers que vous avez pour communiquer tout ça? Je sais que tu es très présente, par exemple, sur LinkedIn. Ouais, mais elle aussi. Ouais. Toi aussi, Laurie. En Comment fait, ça se passe on a ringardisé mon métier, non? je suis au chômage maintenant. J'ai pleuré. Non, mais en fait, pour le coup, on a fait un choix qui est celui de peut-être un peu moins alimenter la communication. Enfin, en vrai, tu vois, sur LinkedIn, moi, je poste plus sur la page Shodo. Enfin, la page, ça sert à rien, on est d'accord. Hein. Ça sert à rien, ça fait chier tout le monde, voilà. Par contre, on fait de la com vraiment perso, où en fait, on va aller incarner ce qu'on croit, quoi, tu vois. Et John, il va aller vraiment incarner le modèle. Mais qui mieux que lui, au final, pour parler de Shodo. Et moi, je vais le faire aussi, mais plutôt sur les valeurs d'inclusion. Okay. Puisque moi, j'ai porté ce combat-là un peu tard. Voilà, au fur et à mesure, il a fallu les convaincre un peu, tu vois. Et en fait, en 2023, donc, on a mis en place vraiment des valeurs, des mesures en faveur de l'égalité des genres. Et depuis, je les porte, en fait, pour montrer ce qu'on fait, et puis pour cranter aussi vraiment dans nos valeurs quelque part, tu vois. Et puis après on a aussi une stratégie qu'on appelle chez nous de création de contenu, où en fait on va donner du temps aux membres qui souhaitent aller faire des conférences, parler dans des podcasts, écrire des articles, où en fait chacune a la possibilité d'aller promouvoir l'image Shodo, tu vois. Et là, pour le coup, ce sont les devs qui vont faire des trucs, des sujets techniques et tout ça, tu vois. Mais c'est aussi une manière d'aller communiquer et de mettre notre savoir-faire en avant. Donc, on a vraiment... on a vraiment misé là-dessus, sur la communication plutôt personnelle, quoi. Mais ça s'est fait, je pense, hyper progressivement. Et... on parle depuis le début, tu vois, de logique d'inbound. On est aussi dans une logique, tu vois, d'employee advocacy, où on a effectivement, nous on prend la parole sur LinkedIn, Laurie et moi, mais en vrai il y a pas que nous. Il y a aussi plusieurs développeuses qui vont prendre la parole, qui vont publier du contenu orienté accessibilité, qui vont sensibiliser le monde du travail sur tout le handicap visible, invisible, etc. Dans une logique, effectivement, dans une grande boîte qui est la diversité et l'inclusion. On a aussi des profils tech qui vont produire du contenu hyper pointu sur notre savoir-faire, nos expertises, etc. Et la logique d'Inbound, c'est quoi ? C'est finalement produire suffisamment de contenu qui peut être tech, qui peut être social, sociétal, etc., qui va pouvoir attirer à soi nos cibles. Et nos cibles, c'est d'un côté les candidates et candidats qui vont être appelés à rejoindre Shodo, mais c'est aussi nos clients. Les clients aussi, Voilà. Et techniquement, c'était pas une évidence, mais c'est vrai que quand tu regardes les feeds de personnes morales, sur LinkedIn, c'est 3-4% du feed. Et en fait, tu es en train de te battre contre des moulins, quoi. Tu vois, il vaut mieux aller chercher dans ta balle sur 96% du feed que t'échiner sur des comptes de boîtes qui quoi qu'il arrive, ne peuvent pas être performants. Et même si tu les sponsorises
et que tu dopes un peu la performance, il y a écrit en gros, il y a un flash qui clignote, réclame, quoi, tu vois, pub. Et c'est pour ça que, on a basculé, on a switché de mode. Mais ça reste de la com, finalement, mais qui est déporté sur nos personnes physiques. Et moi, je suis convaincu du personal branding. C'est une évidence. Et je trouve ça pas mal, justement, d'avoir ce... J'ai l'impression que chacun... Il y a un peu la stratégie Avengers. Je sais pas si carrément. Non, mais c'est chacun a son créneau. Son message, son créneau. Que ce soit vous en tant que fondateur ou aussi les employés. On donne de la force. Enfin, c'est hyper important. Clairement. Et du coup, je me demandais, par exemple... dans le cas des personnes de vos équipes qui vont publier et partager du contenu, imaginons qu'il y ait une personne qui soit intéressée. Vous avez beaucoup de personnes qui sont employées chez vous, qui reçoivent des candidatures, qui vont les traiter, vu qu'il n'y a pas forcément de recruteurs. Je me demandais, par rapport au contenu qui est créé, est-ce que vous avez quand même l'entrée en direct, ou est-ce que c'est plutôt du ricochet, donc c'est-à-dire le fait d'avoir de la masse, etc., et de l'info. Après, on vous contacte en direct, par exemple, ou on peut on a créé un alias qui s'appelle contact@shodo.io. Mais en fait, c'est assez multicanal, c'est-à-dire qu'on va recevoir des candidatures via LinkedIn, mais c'est minoritaire. D'accord. Par contre, on a sur notre site un widget qui permet de candidater directement et qui finit après sur un... En fait, c'est un widget qui... ta candidature, elle est agrégée, elle prend la forme d'un mail, en fait, qui... peut-être un WordPress, @shodo, enfin bref, on s'en fiche, mais ça finit par un mail. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est... alors, on en a beaucoup, tu vois, je pense qu'on en a à peu près 600 par an. Alors, 85% n'est pas qualifié. Mais au final, tu prends 15% de 600 candidatures annuelles, tu as quand même un vivier qualifié sur la base duquel, déjà, tu peux commencer à travailler, c'est complété par de la coop, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on constate, et ça, c'est hebdomadaire, nous, on poste toutes les semaines. On a des collègues associés qui vont poster plus ou moins, enfin, plutôt moins fréquemment que plus, d'ailleurs, mais en fait, à chaque fois qu'on publie, on a des candidatures derrière. Enfin, tu vois, ça se mesure, quoi. Ça se mesure. Et tu vois, même si c'est pas qualifié, quelque part, ça veut dire que tu suscites de l'intérêt et en allant derrière soigner la réponse. Enfin, tu vois, ça c'est un truc. Voilà, ça, voilà, on transige pas là-dessus. On va soigner les réponses derrière et mine de rien, ça aussi, ça fait croître ta marque employeur, quoi. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. C'est moi, dans mon ancienne vie, il y a 8 ans, je sais pas, j'avais 4 recruteurs-recruteuses. Et on faisait que de l'approche directe, il fallait te battre bec et ongle pour faire venir les gens. Et tu te dis, quand ils sont en entretien chez toi, ils sont pas ailleurs. Tu vois, là, le paradigme, il a complètement changé. C'est tu dois te dire, ok, mon métier, c'est de soigner ma marque employeur. Et donc, c'est de ne pas oublier de répondre à tout le monde, même aux personnes avec lesquelles tu vas pas donner suite. Parce que tu t'échines pas à bâtir une marque employeur sympathique pour derrière négliger les petits détails qui font que ton travail, tu l'envoies dans le mur. Clairement. Ouais, non, il faut peaufiner de A à Z. Et puis, c'est vos futurs ambassadeurs. C'est des personnes qui vont pouvoir revenir plus tard. Bien sûr. Des gens tu vois que tu es conduit de manière hyper respectueuse. En fait, ils le comprennent. Tu vois, mais c'est sûr, des gens à qui tu réponds pas, tu crées un décalage qui est vraiment... qui est pas bon, quoi. Donc il y a LinkedIn pour publier, envoyer du contenu et des posts. Est-ce que vous avez d'autres leviers de communication? On avait parlé de podcast aussi. Ouais. On a notre podcast, voilà, où John et moi on reçoit des entrepreneurs, entrepreneuses, ou en fait toute personne qui a envie de changer le monde du travail, voilà, des personnes engagées pour le rendre plus beau. Ça s'appelle Sous les claviers la plage. Ok. Sous les claviers la plage. Ouais, je sais pas si tu as la ref. Non, je sais pas la ref. En fait, c'est Sous les pavés la plage. Okay. C'est un slogan de mai 69. Ok. Mai 68. Ouais, ça va. Elle est plus sympa. Mai 68. Ok. J'ai eu un doute en plus. On va la couper celle-là. On va la couper au montage. Non, vas-y, c'est bon. C'est cadeau. Dans la merde, c'est cadeau. Et donc sous les claviers la plage et donc ça c'est pas mal pour faire des rencontres et puis pour aller parler de notre vision du travail, quoi. Ouais, puis après
sais, je pense que tu n'as pas que des initiatives. Je pense que c'est important aussi de faire des initiatives qui te font kiffer. Ouais. Le ROI, il est important dans ce qu'on fait parce que à un moment donné, ça fait quand même partie de tu veux être productif, il faut que tu commences à raisonner ROI. Mais c'est important aussi d'avoir des tâches où, ok, tu vas avoir un ROI, mais en fait, il n'y a pas d'immédiateté dans la démarche, c'est-à-dire que ça nous fait hyper plaisir de le faire. Ouais. C'est le petit bonbon, tu vois, dans notre activité, dans notre fiche de poste. Après, ça contribue effectivement, quoi qu'il arrive, à tu vois, une forme de personal branding. Et tu vois, aujourd'hui, on a une ESN. Ce qui est notable et qui est hyper marrant, c'est qu'il y a, je pense, beaucoup de gens qui connaissent Shodo sans savoir ce qu'on fait, sans savoir qu'on a une ESN, juste parce que, tu vois, en fait, qui vont connaître Shodo à travers des mesures tu vois, de redistribution, des mesures salariales, ou des politiques RH. Tu vois, par exemple, en 2023, on a supprimé par défaut la période d'essai de nos CDI. Tu vois, on s'est fait connaître pour ça, ou pour aussi nos mesures d'accompagnement autour de la parentalité. Et en fait, c'est incroyable, parce que tu vois, de devenir une forme d'abstraction, d'être une boîte où tu ne sais pas trop ce qu'on fait, il y a un côté intéressant, quoi. Ouais, clairement. Et comment on fait, par exemple, pour une entreprise qui n'a pas du tout mis ça en place, ou qui a envie de... je pense que c'est différent entre une entreprise qui se lance et une entreprise qui a déjà des systèmes en place. Mais imaginons qu'on prenne je pense qu'il y a plus le cas d'une entreprise qui est déjà en place. Comment on fait pour l'aider à aller vers ce chemin-là, par exemple, ou à mettre en place des choses qui vont être un peu différentes? Est-ce que vous avez aidé d'autres entreprises, par exemple, sur ces sujets? Ouais, nous on a commencé à faire de l'accompagnement avec Guillaume, tu vois, parce qu'on a rendu un modèle open source. Et on a depuis plusieurs mois maintenant, tu vois, des chefs d'entreprise qui nous questionnent, donc on rencontre, etc. Et on en accompagne certains d'ailleurs. Mais pour répondre à ta question, c'est évidemment plus simple tu vois, si je dois faire une métaphore, ta culture d'entreprise, c'est un peu les fondations de ton édifice. Donc en fait, c'est plus simple de travailler tes fondations quand tu n'as pas fait le premier étage que quand tu as fait 20 étages au-dessus, quoi. Donc autrement dit, le changement, il est plus simple à mener à partir du moment où tu commences un projet d'entreprise from scratch que quand tu l'as déjà, quand tu as une boîte qui existe déjà depuis plusieurs années. Mais après, je pense que ce qui est important, quand tu veux changer quelque chose, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Tu vois, le seul conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être quitté. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu vas changer les choses, tu vas avoir des gens qui vont plus se reconnaître dans ce que tu essayes de mettre en place. Et souvent, c'est ça qui peut faire peur. C'est-à-dire, tu vas dire, attends, mais si je perds tout le monde, je suis mort. Mais il faut se dire qu'en fait, les gens qui partent, ils vont laisser de la place pour des personnes qui vont venir, qui seront plus alignées, donc plus engagées, et qui te donneront, du coup, à partir du moment où tu es plus engagé, tu as plus de productivité, et automatiquement, tu as plus de perf. Et puis, tu vois, quand on parle de culture d'entreprise, je pense que c'est OK d'être radical. C'est-à-dire être radical, c'est finalement, quand tu restes dans une logique d'inbound, quand les gens sont capables spontanément d'attribuer, enfin, tu vois, de décrire les valeurs d'une marque employeur, ou ne sont incapables de le faire sur une autre, bah, quelque part, moi, je trouve que ça facilite quand même la tâche au niveau du recrutement, au niveau de l'attractivité, quoi. Tu vois. Quand tu essaies de plaire à tout le monde, c'est compliqué. Quand tu fais le choix d'avoir de la clarté dans ton positionnement, ça fait le tri. Moi, je pense que c'est plus simple. Ouais, ça fait le tri. Au moins, tu perds pas de temps et tu n'as que des personnes vraiment qui sont engagées, quoi, qui comprennent. Et dans la conduite du changement, je pense que du coup, ce qu'il faut, c'est créer du désir, tu vois. Donc, tu crées du désir pour les dirigeants, dirigeantes, bah voilà, c'est ça mon message. Mais même après, pour les gens qui sont appelés à te rejoindre, c'est quand même plus simple de savoir où tu mets les pieds que de pas trop savoir où tu les mets. Et comment vous faites, ça m'intrigue depuis le début, comment vous faites si vous n'avez pas de recruteur, ou en tout cas de personnes qui s'occupent du recrutement, un titre, un rôle de recruteur, comment ça se passe quand il y a une candidature sur le widget? Pour le coup, on a quand même... alors, avant ça, on avait Guillaume Ferron qui occupe un peu la place du RH, mais depuis janvier 2023, 24,
janvier 2024, il y a Émilie qui nous a rejoint. D'accord. Qui, Qui est elle, RH, qui est head of, enfin voilà, RH, ouais, qui gère tout ça. Et mais tu vois, elle est vraiment, enfin c'est pas la majorité de son temps, quoi. Tu vois, genre elle a, enfin, voilà, toi-même tu sais, il y a plein de sujets, voilà. Mais c'est elle qui va aller traiter ça. Et puis après, dans chaque filiale, tu as le ou la mandataire qui va aussi gérer les candidatures entrantes. Mais du coup, ta question, c'est quel est le process chez nous? C'est comment ça se passe? Ouais, Ou comment qui ça fait se quoi? passe? Un peu les deux. Première question, c'était plutôt qui s'occupe de la partie recrutement et qui accueille les candidatures. Est-ce qu'il y a une personne dédiée ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes en fait, qui s'occupent à chaque les rôles, ils sont pôle distribués. En gros, pour t'expliquer, donc Shodo, c'est un groupe au sein duquel tu retrouves 9 filiales. Tu as des filiales qui sont sur Paris, du coup, qui vont être plutôt des filiales organisées autour de verticaux, donc des offres qui sont complémentaires. Là où en province, on va avoir un copier-coller du modèle original. Donc en fait, Shodo Lille, c'est Shodo à Lille, Shodo Lyon, c'est Shodo Lyon, etc., etc. Dans les organes en province, à chaque fois, tu as un binôme de dirigeants dont un membre et un profil plutôt staff généraliste qui est notamment amené à effectuer. Donc notre process, il est décomposé en 3 phases. Première phase, c'est hyper simple, on ne fait pas décoller des fusées dans le ciel, c'est entretien, découverte, cultural fit. On a un manifeste dont Laurie a parlé, tu as 30 minutes de lecture. En général, les 30 minutes de lecture, tu as un taux d'abandon, je pense, qui est ma boule, mais les 5% qui vont au bout, ton acquisition, elle est faite. Donc en fait, ils postulent. Ok, donc vous faites lire le manifeste à chaque fois. Le manifeste, il est public. En fait, les gens savent qu'il existe. On a un simulateur aussi de revenus. C'est hyper important. On a un simulateur public de revenus. Ça veut dire que toi, en tant que candidat, demain, tu peux aller jouer avec le simulateur et tu peux aller voir en fonction de ton TJ, donc les honoraires, tu peux aller voir combien tu vas gagner. Et donc ça, c'est des outils d'inbound, en fait, qui nous génèrent du trafic. Plus, tu vois, nos prises de parole, etc. Donc bref, ça génère du trafic, ça génère du funnel. Donc tu as le premier entretien où finalement, là où avant tu devais séduire, etc., là en fait c'est un entretien plutôt de pédagogie où tu vas répondre. Tu vas répondre aux questions éventuelles que vont avoir les gens. En général, on nous demande où est le loup. Tu vois, où est le loup dans le modèle, parce que justement ils ont lu le manifeste et elle est où l'arnaque. Donc en fait on en est là, c'est un entretien plutôt d'alignement finalement. Et après, la sélection se fait sur l'entretien 2 qui est un entretien d'évaluation tech, où là, la candidate ou le candidat sont accueillis par un binôme d'évaluateurs, où là, pendant 2 heures, en fait, tu as un micro-échantillon d'une journée de travail, où là, on va évaluer de manière très sélective la capacité des gens à évoluer sur notre ligne éditoriale tech. Et la troisième phase, en fait, je te dis qu'il y en a une troisième, mais c'est même pas une troisième. Avant, on faisait ce qu'on appelait une remise d'offres. Mais comme, tu vois, tous les salaires sont transparents, il n'y a pas de négo. Donc en fait, tu sais exactement au moment où tu postules quel va être ton salaire fixe, quels vont être tes avantages qui sont contractuels, etc. etc. Donc il n'y a même pas de phase de négo. Donc tu vois, je t'ai dit 3, mais en fait c'est plutôt 2. Voilà. Et donc on a des rôles, c'est-à-dire que sur Paris, effectivement, les personnes qui vont plutôt gérer le recrutement, c'est Guillaume et Émilie. Guillaume, c'est mon associé cofondateur. Émilie, c'est notre DRH. Et sur toutes les autres filiales, ça va être des mandataires plutôt généralistes. Ok, voilà. Très clair. Génial. Je vous propose de passer à un moment dans l'épisode qui est les Rapid Fire Questions. D'accord. Donc j'ai une série de petites questions à vous poser. Donc qui sont très rapides, donc c'est plutôt un choix entre 2 choses. Et du coup, ça va être intéressant vu que vous êtes 2. De voir si on fait 2 fois, on fait pas pareil. Ça, il faut répondre en même temps. Vous allez répondre en même temps. Et on va voir si vous répondez la même chose en même temps ou pas. Et après, on pourra étayer, mais on pourra peut-être étayer à chaque fois. On verra. On va apprendre. Est-ce qu'il y a des points ou est-ce qu'il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse? Non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, malheureusement. Mais on verra. On pourra attitrer un gagnant si vous voulez. Ah, super. Plutôt inbound ou outbound? Inbound. Ouais, facile. Inbound, Non, on peut dire qu'il y a une bonne réponse. Du coup, j'ai gagné. 1-0. On peut dire à la personne la plus rapide. Plutôt manuel ou automatisé? Non, mais écoute, je pense qu'automatiser tout ce qui est chiant, c'est la clé en termes de productivité. Après, moi, j'ai quand même spontanément
je vais être manuel de manière intuitive jusqu'à ce que j'ai trop de douleur et que je me rende compte que là, en fait, je suis en train de perdre ma vie et qu'il faut que je l'automatise. T'as vu, je t'ai fait les 2 réponses. Là. Ouais, je vois. Non, c'est bien joué. Vas-y, je lui donne le point. Ok, point pour toi. Plutôt soft skills ou hard skills? Soft skills. Soft skills. Ok, point pour toi. Merci. Plutôt opérationnel ou stratégique? Les deux, parce qu'en fait, ça dépend à quel moment tu es de ta boîte. Ouais. Quand tu lances ta boîte, tu as du temps et tu es au four et au moulin, donc ça tombe bien, donc tu es hyper opérationnel. Je pense que c'est après une bonne idée d'avoir une vision quand tu crées une boîte et surtout que tu la développes. Mais que stratégique, moi ça me pose un problème. Ouais. Je pense que c'est pas ouf. Ouais, en gros ça peut marcher si t'es que opérationnel, mais si t'es que stratégique ça marche pas quoi. Que opérationnel sans stratégie, je pense que c'est quand même j'avoue c'est aussi j'avoue que c'est pédale au mauvais endroit. Opérationnel. Ouais. Je demande à voir. Mais tu vois, nous, il faut être bien entouré, quoi. Chez les membres de Shodo, on les appelle les show-doers. Ok. Pour vraiment ce côté doueur, c'est-à-dire que tu vois, ils peuvent aller accompagner des clients, aller les coacher, enfin tu vois, avoir ce côté-là stratégique. Mais on met un point d'orgue au fait que on veut qu'ils soient doueurs, tu vois. Et donc c'est pareil pour nous, quoi. Non, mais le stratégique finalement marche à partir du moment où tu as su recruter des experts hyper opérationnels. Là, c'est ok. Mais il faut savoir bien recruter. Puis il faut avoir le cash pour. Et dans un step de boîte qui te le permet aussi, je pense. Ouais, clairement, je comprends. Plutôt puriste recrutement ou plutôt inspiration marketing? Bah, inspire. Ah putain, c'est du suédois pour moi, là, les deux. Je sais pas, moi aussi, j'ai rien compris, mais puriste recrutement. En gros, est-ce que vous avez une vision plus que recrutement, donc c'est-à-dire on se base sur les recruteurs, etc. Ou est-ce qu'on va s'inspirer du market? Inspi marketing. Inspi marketing, communication, franchement. Vous, plutôt hack ou méthode? Hack ou méthode? Hack? Je dirais hack, moi. Ouais. Parce qu'on est mauvais en méthode. Non, je ne pense pas qu'on soit mauvais en méthode. Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est important de considérer que sans innovation, à un moment donné, tu meurs. Ouais. Tu vois. Et puis, en fait, la méthode... quelque part, c'est bien d'en avoir et il faut, mais tu vois, moi, je viens pas du monde de la com directement. Donc, en fait, les méthodes, les trucs de communication et tout, je les ai pas apprises et je les ai pas. Et au fait, c'est en me confrontant à la réalité du terrain que j'ai construit mon métier et mes méthodes à moi, tu vois. Donc, je pense que j'ai un peu hacké pour ensuite avoir de la méthode. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ça va dans ce sens-là. On hack un truc, on voit que ça marche et puis on le structure en méthodologie pour que ça soit pérenne. Ouais. Ok, trop bien, magnifique. Vous avez bien répondu aux questions. Merci. J'avais une dernière question, en tout cas un dernier thème, qui était sur le futur de recrutement. Comment vous le voyez, vous, si vous prenez... on peut prendre le biais de votre secteur. Donc, votre secteur sur 3 ans, 5 ans. Comment il sera le futur du recrutement, même si vous êtes déjà pionnier sur beaucoup de sujets? Écoute, j'espère que... Enfin voilà, après il y a des petites actus en ce moment qui sont un peu... justement dans la tech, qui sont un peu difficiles. Donc j'espère que le recrutement, il sera toujours aussi diversifié, qu'on pourra toujours nous-mêmes porter ces valeurs-là. Bon, après, je pense qu'on pourra quand même les porter, mais tu vois qu'on ne va pas miser que sur... de l'énergie masculine, tu vois. Et puis j'ai bon espoir aussi que ce qu'on fait continue d'inspirer les autres acteurs du secteur, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, mais ce que j'en pense, c'est... je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Tu vois, quand tu vas raisonner, pour le coup, stratégie, vision, l'acquisition, ça coûte cher. Donc, dans l'idéal, il faut abaisser tes coûts au maximum pour aller vers de la fidélisation. Ensuite, quand tu vas avoir une approche qui est quand même héroïste dans le recrutement, savoir faire de l'inbound, je ne vois pas aujourd'hui comment on peut s'en passer. Tu vois ? Parce que moi, je crache pas du tout sur l'outbound. C'est hyper important de savoir en faire et de bien en faire, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu lances une boîte de zéro, que tu n'as pas de marque employeur, que tu n'as pas d'identité, etc., c'est ça qui va faire que tu vas survivre. Donc en fait, il faut savoir le faire. Mais c'est quand même épuisant, énergivore, chronophage. Donc mon premier niveau de réponse, il est là.
Après, au niveau de la marque employeur, je pense que, tu vois, on parlait tout à l'heure de hack et de méthode. Il faut rester ouvert au changement parce que, tu vois, on est sur aujourd'hui... aujourd'hui, tu as un débat dans la société, notamment dans les métiers de facturation comme le nôtre, où on peut avoir la possibilité de travailler mieux en travaillant moins, etc., etc. Mais parce que c'est des aspirations aussi qui sont générationnelles. Mais moi, tu vois, quand j'ai commencé il y a 20 piges, il n'y avait pas du tout ces débats-là, ces questionnements-là au niveau de la société. Et je pense que il est probable que dans 15 ans, tu vois, il y a un switch qui partira sur d'autres leviers, d'autres enjeux. Et je pense que le futur de recrutement, c'est avoir la capacité à servir ta marque employeur et en fait, à avoir de l'efficacité dans l'attraction, tu vois, l'attractivité de ta boîte. Ça marche avec de pair avec la marque employeur, quoi, tu vois. Et pour finir sur ce qu'a dit Laurie, ouais, alors après, moi, je suis pas hyper inquiet là-dessus parce que je pense que au final, ce qui compte, c'est le juge de paix. C'est au final, déjà, je pense que en tant que boîte, tu n'as pas demandé la permission à qui que ce soit pour aller faire de la diversité, etc., etc. Et pour moi, le juge de paix, derrière, c'est est-ce que derrière ta boîte, elle a de la performance? Est-ce que tu arrives à atteindre tes objectifs aussi ambitieux soient-ils, etc. Donc, je pense aux boîtes de montrer que c'est possible et que ça marche. Mais voilà, enfin, ça m'inquiète pas outre mesure, moi. Ouais. Puis je trouve que vous avez déjà lancé beaucoup de choses qui marchent. En tout cas, aujourd'hui, vous avez des fondations qui sont hyper solides sur cette partie recrutement, fidélisation. Donc, je pense que ça a que aller dans ce sens-là. Et j'espère que vous allez inspirer plein d'autres ESN. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. Merci pour l'épisode. Franchement, c'était trop bien. Est-ce que vous avez une dernière petite ressource peut-être à partager ou un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent? Le manifeste, on en a parlé. On pourrait le partager d'ailleurs, on le mettra, je pense, en description. Il y a ça qui est pas mal, je pense. On a aussi un manifeste sur nos mesures sur l'égalité des genres, sur la sororité. Donc ça, tu peux aussi mettre en description, je pense que c'est cool. Et puis après, qu'est-ce qu'on partage, John ? Non, en fait, ta question, c'est des ressources Shodo ou des ressources plus globales ? Shodo ou plus globales, comme tu veux. Un truc qui t'a marqué aussi, ça peut être une ressource qui t'a marqué toi en tant qu'entrepreneur ou dans le monde du recrutement. Non, moi, ce qui m'a marqué, mais après, c'est hyper long, il faut avoir le temps. J'avais écouté Frédéric Laloux chez Mathieu Stéphanie dans Generation Do It Yourself. Et je trouve que, tu vois, dans la vision entrepreneuriale, justement, c'est dans le switch que tu peux avoir... dans la vision de l'entreprise. C'est 3 heures de masterclass que j'avais trouvé hyper cool. Ok. Du coup, j'invite les gens qui ont 3 heures à tuer intelligemment à écouter. Ok, trop bien. Il s'appelle comment l'invité ? Frédéric Laloux. Frédéric Laloux. Il a écrit Reinventing Organizations. Trop bien. Parfait. On le mettra aussi en description. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. À très vite. Salut. Ciao.